quotidien, une émission dédiée à la parentalité et la vie de famille sous toutes ses formes, pour dire tout haut ce que l'on vit tout bas. Alors, le sujet du mois, c'est un sujet délicat et peu abordé souvent, celui des liens enfants-parents à l'épreuve de l'incarcération qui nous fait sortir de nos représentations sur la prison et les personnes incarcérées. Nous remercions l'association Relais Enfants-Parents Isère qui accompagne les enfants visiter leurs parents en prison et soutient les détenus dans leur parentalité de nous avoir proposé de traiter ce sujet. Florence, bonjour. Salut Greg, Ça va? ça va, ça roule. Ouais, parce qu'on le sait, moi je suis là que en co-animateur. C'est Florence qui tient la barre, mais à chaque fois je fais la petite intro. Ça va, toujours bien? Ouais, toujours content de se retrouver pour cette émission. On vous l'a dit, les liens donc enfants-parents à l'épreuve de l'incarcération. Comment ces liens peuvent être maintenus et pourquoi c'est important, tant pour l'enfant que pour le parent. On parle là bien entendu de situations où parents et enfants expriment leur besoin de se voir, mais aussi où ils y sont autorisés légalement. On verra tout au long de l'émission comment et pourquoi entretenir ce lien. Flo. Et ouais, en effet, la continuité des liens familiaux, c'est un droit qui est reconnu par la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée en 1989. Elle stipule que le maintien du lien avec le parent incarcéré, c'est un droit fondamental et c'est aussi recommandé par le Conseil des ministres européens en avril 2018. En fait, ça a été largement observé, documenté, que les ruptures et les non-dits, ça peut être traumatisant pour un enfant, que ça peut vraiment compromettre son développement et affectif et intellectuel. Et puis d'un autre côté, côté prison, depuis les années 2000, il y a l'administration pénitentiaire et les SPIP, donc les services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui cherchent à favoriser les liens familiaux pour faciliter la réinsertion au sens large, donc qu'elle soit familiale, sociale ou professionnelle, et aussi lutter contre la récidive. Avec nous pour en parler pendant cette heure, on aura un papa qui a bénéficié de l'accompagnement pour ses enfants en prison, qui va intervenir par téléphone en début d'émission. Une maman interviewée avant l'émission par Florence, dont le fils est accompagné par le Répit, donc le relais enfants-parents Isère, pour rencontrer son père en parloir. On aura aussi une bénévole du relais enfants-parents Isère en visio, c'est Liliane Pesson qui est avec nous, bénévole de longue date en plus et vice-présidente. Et puis en studio, on a 2 membres de l'association Répit, Evelyne, bénévole récente, bonjour. Bonjour. Et Martine Noali, la présidente. Bonjour. Bonjour. Voilà, et puis on aura un témoignage donc d'une jeune fille. Ce sera un témoignage enregistré, il me semble, Florence. C'est bien ça. C'est ça. Et on va commencer par écouter le témoignage d'un papa qui devrait être avec nous au téléphone. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, je vous entends. Bonjour. Super. Alors bonjour. Donc merci beaucoup Oui, bonjour, vous m'entendez ? On vous entend très bien. Merci d'avoir répondu à l'appel à témoignage. On va commencer l'interview. Comment l'administration pénitentiaire, elle vous a accompagné, vous, en tant que parent, pour pouvoir voir vos enfants? Ça a été quoi les démarches à faire? Les démarches à faire, moi, j'ai demandé à avoir une assistante sociale. Cette assistante sociale-là m'a orienté vers le Répit. Après, j'ai rencontré le Répit au parloir. Et on a échangé notre situation familiale. Et puis après, j'ai lancé un dossier aussi avec l'assistante sociale pour avoir le parloir. D'accord. Avec mes enfants. Et pourquoi vous avez dû faire appel au service du relais enfants-parents Isère? Moi, de mon côté, j'avais aucun lien avec la maman. Donc, j'ai voulu garder contact surtout avec mes enfants pour pas les perdre. Ni de vue, ni de loin, ni de près. Donc, j'ai souhaité faire un parloir avec eux. D'accord. J'ai eu un parloir avec le Répit qui s'est très bien passé pendant quelques temps. J'avais un parloir par mois plutôt, avec 2 à 3 heures de parloir. Donc, ce qui s'est passé, c'est le temps de faire la demande pendant 4 mois d'incarcération, vous n'avez pas pu voir vos enfants, puis après, vous avez pu voir votre aîné, puis vos 2 enfants, qui étaient accompagnés tous les mois pendant environ 2 heures. C'est ça. C'est le temps de la procédure qui a été longue, parce qu'il fallait les photocopies d'identité de mes enfants, la carte d'identité, il fallait plusieurs papiers, donc ça a mis du temps. D'accord. Et comment vous vous prépariez pour ces visites? J'ai pas compris. Comment vous vous prépariez pour ces visites avant de voir vos enfants? Comment vous prépariez? Qu'est-ce que vous faisiez? Ça se passait super bien. Moi, j'avais le parloir plutôt le matin à 9 h. Donc, je me préparais et puis j'allais au parloir.
avec plein de gourmandises pour mes enfants. Et puis voilà, ça se passait très bien. Ça se passait super bien. Et le fait, on le verra plus tard, mais d'avoir une personne qui était avec vous dans le parloir avec les enfants, puisque les accompagnants restent dans le parloir, comment ça se passait? Ben, ça s'est super bien passé avec le relais parents. Ça s'est super bien passé, ça ne me dérangeait pas du tout. Bien au contraire, c'est des super bonnes personnes. Et ça s'est vraiment bien passé. Et en dehors des temps de parloir, quel lien vous aviez avec vos enfants en dehors des visites? Eh ben, je leur écrivais, je leur téléphonais. D'accord. Et Plutôt à une de mes deux enfants, parce qu'il y en a une je pouvais pas joindre et puis l'autre je pouvais la joindre. D'accord. C'était essentiellement des courriers. Voilà. Et Du courrier, des appels téléphoniques. d'accord. Pourquoi pour vous c'était important et positif de pouvoir continuer à voir vos enfants malgré l'incarcération? Ben, c'est vraiment pour garder des liens avec mes enfants et ne pas les perdre. Ne pas les perdre, ne pas perdre surtout le lien familial, quoi. Que je voie leur père, que je voie mes enfants, et puis voilà, quoi. Est-ce que j'ai une question, moi, est-ce que on hésite à vouloir voir ses enfants quand on est incarcéré? Est-ce qu'il y a une hésitation et pourquoi? Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous y avez J'ai réfléchi pas à compris plusieurs votre fois? réponse, hein. Trop Est-ce mal. que, pardon, est-ce que vous avez hésité à, à accepter une visite? Est-ce que vous vous êtes posé des questions à dire est-ce que je le fais ou pas et pourquoi? Ah non, moi j'ai toujours accepté de voir mes enfants, surtout de les voir et de vraiment garder contact avec eux. Ok. Et est-ce que vous Voilà, diriez que c'est ça. est-ce que vous diriez que ça vous a aidé pendant le temps de l'incarcération de pouvoir les voir régulièrement? Ah ouais, franchement, ouais, ça m'a super aidé de les voir, ouais. Ça me donnait le moral et ça m'a donné surtout le moral et surtout à eux aussi. Ouais, j'imagine que ça donne aussi des projets et ça facilite la sortie. C'est ça, exactement. Exactement. Bon, après, c'était une fois par mois, je trouvais ça long, mais je faisais en sorte que les parloirs se passent bien et puis que on se disait à très bientôt. Mais pour moi, je trouvais ça long. D'accord. Je trouvais ça long une fois par mois. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ben ouais, je remercie le service du répit qui a pu accompagner mes enfants et que ça s'est surtout bien passé. Et puis voilà. Super, merci beaucoup. On vous laisse Merci beaucoup. retourner au travail, je crois. Et bon courage pour votre après-midi. Et puis à bientôt et Merci encore bien. merci de votre témoignage, monsieur. Merci bien, bonne journée. à vous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Donc pour préciser, dans cette situation, à la sortie de la prison, donc le relais enfants-parents Isère a continué les accompagnements pour ces enfants dans l'attente d'une solution autre pour que les enfants puissent voir les parents. Voilà. Très bien. On continue, on poursuit notre émission avec cette fois-ci. On va présenter un peu les actions du Répit Isère, du REP Isère, donc Relais Enfants-Parents Isère. Voilà, alors qui intervient dans le cadre des droits de l'enfant à maintenir des liens à son parent incarcéré, comme pour les autres enfants. Ça s'adresse donc à tous les enfants de l'Isère. Les actions se déclinent autour de 4 dimensions. Alors, il y a le soutien à la parentalité pour le détenu, à la fois en individuel et en groupe. Il y a les trajets et accompagnement de l'enfant au parloir. Et une action aussi qui se décline avec le lien avec l'autre parent. Et puis l'organisation de temps collectifs exceptionnels, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà, tout à fait. Puis on aura des précisions tout au long de l'émission parce que Liliane, Evelyne et Martine pourront nous en donner. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre là, c'est comment on peut maintenir le lien enfant-parent en milieu carcéral. Qu'est-ce qui est organisé au niveau de l'administration pénitentiaire pour que ce lien familial il puisse être possible. Donc Martine, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe classiquement pour que les familles se voient, pour que le lien parent-enfant soit maintenu. Donc qu'est-ce qui est mis en place justement pour maintenir le lien avec l'extérieur et avec la famille en particulier? Alors, pour maintenir les liens avec la famille, le service social d'insertion et de probation pénitentiaire est l'acteur un peu d'informer les détenus
et de contacter le milieu extérieur lorsqu'il y a une démarche à envisager, notamment pour faire les protocoles de permis de visite, qui sont quand même des protocoles qui sont un peu lourds dans les documents à fournir et différents suivant le statut du détenu, prévenu ou condamné. Et à partir de là, il y a une possibilité de favoriser les parloirs. Alors des parloirs, bien sûr, famille, où les enfants peuvent venir avec leurs parents. Et puis la possibilité de l'utilisation du parloir relais qui est utilisé à chaque fois qu'il y a une conflictualité ou une impossibilité pour l'autre parent d'amener les enfants. Pour X raisons, une interdiction judiciaire, interdiction parce qu'il faut laisser aussi l'affaire se dérouler, des choses un peu de cet ordre. Il y a aussi depuis un certain nombre d'années des unités de vie familiale dans les établissements, particulièrement pour les établissements où il y a des condamnés. Les unités de vie familiale sont des petits studios où les détenus peuvent partager avec leurs proches jusqu'à 72 heures ensemble. Le relais n'assure pas 72 heures parce qu'il n'assure pas de nuitée, mais on peut assurer le partage d'un repas autour de 6 heures d'unité de vie familiale. Et puis, il y a le téléphone et les courriers. Alors, pour avoir un téléphone, là encore, il faut faire des démarches administratives. Il faut que la personne soit d'accord pour donner son numéro de téléphone, donner ses factures. Et puis, il y a les permissions aussi qui peuvent être données pour des raisons aussi de maintien du lien familial. Voilà un peu le profil et par après aussi les aménagements de peine. Voilà. D'accord. Vous pouvez nous préciser à quoi ça ressemble, ce que vous disiez, un parloir famille ? Alors, les parloirs familles sont très différents suivant l'établissement pénitentiaire et beaucoup plus organisés et fonctionnels dans les établissements neufs, où ils sont des petits box avec une table et des chaises complètement fermées. Dans les anciennes prisons, ce sont plutôt des box qui ne sont pas fermées, avec une ouverture à mi-hauteur. Voilà. Maintenant, beaucoup d'établissements pénitentiaires font des rénovations sur les parloirs. Il y a notamment aussi une veille un peu à l'hygiène dans laquelle le relais est plusieurs fois intervenu pour que les conditions pour les enfants soient respectées dans des règles d'hygiène. Et maintenant, il y a un souci de rendre la prison plus accueillante avec des fresques murales, quelque chose en tout cas qui rend moins austère les parloirs et notamment dans les nouveaux établissements, c'est en couleur les circulations dans les parloirs. D'accord, donc on voit là très vite quand vous parlez de parloir famille avec des cloisons où finalement tout le monde peut s'entendre, que ça peut être assez inadapté pour des enfants qui n'ont pas de jeu, etc. Donc qu'est-ce qui est impulsé par le répit justement dans ces fameux parloirs répit dont vous parliez ? Alors dans le parloir répit, nous avons impulsé notamment que l'enfant puisse retrouver son parent sur un temps tout seul, parce que quelquefois c'est difficile pour l'enfant d'être avec sa famille où on parle que des choses de grands, et il souhaite il souhaite voir son parent tout seul sans être accompagné par un de ses parents. Et nous avons impulsé la possibilité d'utiliser d'objets de médiation, des jeux, des jouets, pour rendre plus ludique la rencontre avec le parent. Du dessin, il y a un tableau par exemple à craie dans le parloir relais, il y a des poufs, il y a une possibilité de changer un bébé aussi avec un coffre qui peut faire table allongée, c'est-à-dire on a aménagé les choses pour que le parent puisse jouer son rôle à part entière, de s'occuper de son enfant pendant l'heure du parloir. Et notamment aussi de pouvoir rentrer quelquefois des goûters quand ça reste permis et dans les règles pénitentiaires, bien entendu. Et nous avons aussi beaucoup travaillé, pour ce qui me concerne, avec la fédération dont je suis membre du CA, à travailler pour qu'il y ait aussi une formation des surveillants pénitentiaires qui soit adaptée à l'accueil des enfants. Et normalement, je pense que 2021 verra l'apparition du guide sur lequel nous avons travaillé à l'usage des surveillants pénitentiaires pour l'accueil des enfants en milieu pénitentiaire. D'accord. Et je sais aussi que le répit organise des temps collectifs où les parents peuvent se retrouver en dehors du parloir. Voilà, donc nous organisons deux sortes de temps collectifs. Des temps collectifs un peu d'animation par papa-enfant, où il s'agit que des papas et des enfants se retrouvent
dans une grande pièce et en mettant à disposition notamment des tapis, des jeux, pour qu'il y ait aussi un partage d'activités plus psychomotrices pour les enfants qui souffrent notamment de la contention dans les parloirs familles qui sont très étriqués. Ces organisations sont proposées surtout aux enfants que nous n'accompagnons pas, aux autres enfants, et notamment aux enfants qui souffrent en parloir famille et qui ne veulent plus y aller, tout en ayant une bonne relation avec leurs parents. Et nous proposons aussi un projet de guidance parentale à travers des ateliers, et on va faire un atelier écriture pour que les mots qui soient adressés aux enfants soient à leur portée, puisque c'est quelquefois quelque chose de très difficile pour les papas ou les mamans, puisqu'on accompagne aussi auprès de mamans, d'écrire à leurs enfants. Très bien. Donc là, on voit pourquoi c'est important qu'il y ait un accompagnement spécifique, comme le répit. On va entendre à ce sujet le témoignage d'une maman. Donc elle était séparée avant l'incarcération de son ex-conjoint. Elle a 3 enfants, dont 2 qui étaient majeurs au moment de l'incarcération de leur père. Son plus jeune enfant était au départ accompagné par sa grande sœur pour que son frère puisse voir son père. Et puis elle a eu moins de disponibilité. Il y a aussi une année où il n'y a plus eu de visite parce que le papa a été incarcéré loin. Et depuis 3 ans, cet enfant il est accompagné par le Répizère environ tous les 2 mois. Donc on va entendre cette maman nous expliquer pourquoi elle a été amenée à choisir l'accompagnement du Répizère. Parce que pour moi, c'était pas envisageable d'emmener mon fils. Donc du coup, l'avantage, c'est d'avoir quelqu'un de neutre et qui va prendre en charge l'enfant. Ça permet de se libérer, de se dire bon, j'ai pas à le faire, c'est pas quelque chose que je voulais faire moi personnellement. Après, moi, il n'était pas question non plus au niveau financier que je finance les trajets. Je le fais aussi au départ surtout en colère contre le père, pas du tout envie d'aller dans ce lieu-là. En plus, rien que le fait de loin de voir les barbelés et de savoir que le père de ses enfants est là-dedans, c'est très très difficile. Du coup, pourquoi pas voir la possibilité pour les enfants d'être aidés, d'être accompagnés. Les parloirs sont aussi beaucoup plus adaptés. Il n'y a pas l'attente avec les autres familles, etc., qui parfois est très très lourd pour les enfants. C'est un espace qui est beaucoup plus adapté, qui est plus grand. Et puis l'association a mis à disposition des jeux. Donc quand les enfants sont petits, ma foi, ça permet de renouer le contact, de partager un moment autour du jeu. Et ça permet de renouer des liens, de passer un bon moment, dans le fait que le parloir donc soit plus spacieux, plus agréable que les parloirs famille où les gens sont derrière une vitre serrée. Voilà, là c'est beaucoup plus confortable. Donc l'intérêt aussi d'être accompagné par le répit, c'est qu'il n'y a pas de fouille. Ça permet une sérénité pour entrer, parce qu'il est arrivé une fois que mes enfants soient fouillés, fouille au corps, palpation, etc. Ça peut être vraiment très impressionnant, très violent pour les enfants. Le fait de rentrer avec l'association, il y a cette garantie qu'on arrive sain dans ces lieux et du coup éviter ces moments quand même bien difficiles, voire traumatisants. Moi, je ne souhaitais donc pas faire ces accompagnements, mais du coup, le fait qu'ils puissent avoir lieu me permet de me dire, j'ai permis que ça se fasse et en tout cas personne ne pourra me dire oui, tu nous as coupé, on n'a pas pu se voir pendant des années. C'est aussi un bon moyen de permettre que les liens ne soient pas coupés. D'accord. Donc on entend là tout de suite ce qui peut amener une famille à avoir besoin d'accompagnement. Donc là, Martine, cette maman, elle parle du conflit avec le père de ses enfants, du ressentiment, de la colère qu'elle avait aussi, des contraintes matérielles et financières. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent amener des familles à faire appel au répit ? Les autres choses sont quand même le fait que l'enfant demande aussi à aller voir son parent ou souffre de cette séparation. Ça, c'est un des points importants.
Il y a aussi des impossibilités, comme je le disais tout à l'heure, judiciaires, qui sont de contact entre la maman et le papa, par exemple, ou entre la maman et le reste de la famille. Il y a des demandes du juge aussi qui demandent à ce que ce soit un organisme neutre qui accompagne l'enfant quand il y a des choses un peu compliquées sur les droits de visite. Et quelquefois, donc, on intervient sur des ordonnances de juges des enfants ou de juges des affaires familiales pour un maintien du droit de visite. Les choses sont multiples et il y a aussi des enfants, comme je le disais, qui ont envie d'avoir un espace tout seul avec leurs parents, c'est-à-dire qu'ils veulent les rencontrer pour eux et pas forcément avec l'autre parent. D'accord, entendu. On va de nouveau entendre cette maman qui va nous expliquer en fait, comment elle a vécu au départ cet accompagnement et puis comment elle a cheminé. Alors au départ, très réservée parce que pour moi c'est bon, écoute, en prison t'as qu'à te débrouiller. Il faut un petit peu de cheminement et de se dire qu'est-ce qui est bien pour l'enfant en fait. Ce qui est important c'est de rester centralisé là-dessus, de là des ressentiments, de la colère qu'on peut avoir. On se lance et oui, alors c'est des personnes étrangères. On se dit bon, elles vont rentrer dans notre vie. On va forcément devoir dévoiler des choses de notre vie. On n'a pas forcément envie. Et notamment mon fils n'avait pas envie, était peut-être encore plus réticent que moi, en disant non, moi, je suis peut-être bien sympathique, mais j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui écoute ce que je vais dire à papa, qui, quand je vais me blottir dans ses bras et peut-être pleurer, j'ai pas envie qu'on me voie, j'ai pas envie qu'on m'écoute. Voilà, donc au début, beaucoup de réticence. Il voulait même pas. Et du coup, bon, il faut un petit peu de cheminement, dialogue, se dire oui, c'est aussi la seule façon que tu auras de rester en lien avec ton papa. Et la personne, elle est là pour garantir ta sécurité. C'est comme ça, tu es mineur, je donne l'autorisation, mais la personne, elle saura rester discrète dans un coin, elle se mêle pas de vos histoires, elle est juste là pour t'accompagner. C'est tout. Et après, tu peux vivre ton moment de parloir avec ton papa comme bon te semble. Déjà, on a dit, ok, allez, on fait un premier essai, un premier parloir. Et puis finalement, mon fils s'est rendu compte que, oui, que ça lui permettait de voir son papa et que la personne accompagnante était vraiment très discrète, l'accompagnait et après repartait avec, mais c'est tout. Et du coup, après, par contre, petit à petit, en voiture, il y a des échanges qui se font. Ça permet de gagner en confiance, d'échanger, de dire comment tu as senti les choses, est-ce que tu as passé un bon moment avec ton papa, si ça lui fait du bien, ce que ça lui a apporté. Ça m'a permis en fait de libérer un petit peu sa parole en voiture. On appelle ça le débriefing en voiture. Autant c'était très difficile au départ à envisager et puis finalement ça se fait après de façon très facile parce que l'enfant est en confiance, c'est qu'il va pouvoir aussi voir son papa régulièrement finalement grâce à ces personnes. C'est difficile au départ mais finalement c'est vraiment que du bénéfice. D'accord, donc là on entend à quel point ça peut être important justement pour un enfant de voir son parent, même s'il est incarcéré. Donc le fils de cette maman, il a écrit quelque chose, il a fait un témoignage écrit où il dit ça justement. Ouais, il dit avant, pardon, il avait pas cette voix. Avant, j'étais tout le temps triste en pensant à mon père. Maintenant, je suis triste quand je le quitte, mais je peux penser à autre chose jusqu'au prochain parloir. C'est ça. Et du coup, donc maintenir ce lien. On a aussi l'enregistrement d'une jeune fille par rapport à ça, sur son vécu général du temps d'incarcération de ses deux parents, parce que cette jeune fille a eu ses deux parents qui ont été incarcérés quasiment au même moment. Donc on va l'écouter et on va entendre ce qui pour elle était important justement dans ce maintien du lien. Le premier jour où je l'ai su, moi je me sentais seule, orpheline. J'avais l'impression que j'avais plus de parents. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas du tout. Et donc, dans un premier temps, tu as été logée chez qui ? Dans un premier temps, j'ai été logée chez ma grand-mère. Et après, j'ai eu quelques soucis comme quoi j'avais fait des bêtises et tout ça. Et j'ai fini en famille d'accueil.
Pourquoi toi c'était important de continuer à aller voir tes parents en prison? Parce que ils me manquaient, donc je voulais aller les voir et parce que moi, mes parents, j'ai toujours été proche d'eux, donc c'est pour ça que pour moi, ça a été important d'aller les voir. Qu'est-ce que ça a changé cette situation dans ton quotidien avec tes amis et au collège? Avec mes amis, franchement, pas grand-chose parce que j'en parlais pas trop. J'estimais que ça les intéressait pas. Dans mon quotidien, genre toute seule pour me débrouiller et tout, il y avait des fois où c'était compliqué. Et avec tes profs? Avec mes profs, au début, quand j'ai appris, je suivais plus l'école, voilà quoi, je commençais à lâcher. Et les profs, ils comprenaient pas et je me faisais virer de cours et tout ça, donc. Qu'est-ce qui fait que tu as pu tenir pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui t'a aidé? Moi, c'est mon moral. Je me disais que toute chose en une fin, donc de toute façon, je me suis dit si je passe par là, c'est pas pour rien, je vais y passer, donc je suis obligée de garder la tête haute et d'y arriver. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a eu des rumeurs ou du harcèlement? Moi, non, pas du tout. Même, je pense que ça pourrait pas arriver à d'autres gens parce que ça, c'est vraiment de la pure méchanceté. Pour toi, à quel moment, dans ce temps où tu as été séparée de tes parents, ça a été le plus dur? Au début, bien sûr que oui, c'était long. Mais quand ça arrive à la fin, j'avais l'impression que c'était plus long. Les jours, ils passaient moins vite. J'ai vu quand même qu'on avait changé d'année et que j'étais toujours pas avec mes parents. D'accord. Est-ce qu'il y avait des incertitudes sur le moment où ils allaient sortir, par exemple? Là, oui. Moi, mes parents, il y a des fois où ils devaient sortir et à la fin, ils n'étaient pas sortis ce jour-là. Après, ils leur ont rajouté des mois. Enfin, c'était compliqué. Et tu m'as dit que cette histoire-là, tu l'as beaucoup racontée à différents adultes, notamment à Oui. des juges et à des travailleurs sociaux. Tu as répondu à beaucoup, beaucoup de questions et il y en a une qui t'a vraiment gonflé. Et c'était quoi? C'est une question bête, très bête. C'est est-ce que tes parents te manquent? Cette question, normalement, on devrait même pas la poser. T'aurais quoi comme conseil pour les enfants qui peuvent être amenés à vivre ça, la séparation avec leurs parents? Après, s'ils ont la chance d'être avec leur famille, faut en profiter et pas faire n'importe quoi parce qu'après, si on n'a pas nos parents à côté, on a les assistantes sociales derrière, bien sûr. Moi, je leur conseille déjà de bien se comporter et pour y arriver, je leur conseille aussi de garder la tête haute et tout faire pour y arriver. Donc voilà le témoignage de cette jeune fille. Donc on est tout de suite dans l'ambiance. Tout l'intérêt vraiment, c'est de faire que l'éloignement, qui peut être plus ou moins long, puisse être parlé, on puisse y mettre du sens, on puisse y mettre des mots, on puisse le comprendre. Éviter vraiment les ruptures, les incompréhensions. Le tabou, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Côté enfant, il arrive aussi qu'à un moment donné, l'enfant il souhaite espacer ou stopper les visites. C'est le cas du fils de la maman qu'on va entendre là. Et puis, on va pouvoir l'écouter. Je dis toujours à mon fils, tu vas voir papa si tu en ressens le besoin. Si ça te fait du bien, si ça t'aide à avancer dans ta vie, tu y vas. Si c'est pour aller soutenir ton père parce qu'il n'est pas bien, c'est pas du tout ton rôle. C'est pas à toi de faire ça. Les adultes doivent s'assumer. Selon comment se comporte la personne incarcérée, forcément ils ont besoin d'avoir des visites, ça peut se comprendre. Sauf que voilà, faut pas inverser les rôles. Si ça te pose problème, que c'est trop lourd, que tu ne sais pas savoir quoi dire, que ça va te peser, que tu vas dire oh là là, vivement que je m'en aille. C'est un moment qui n'apporte pas, qui est trop pénible à vivre, n'y va pas. C'est juste toi, si tu sens que ça te fait du bien, si c'est important pour toi, d'accord, on y va. Pour moi, c'est très important ça. Et actuellement, mon fils a moins envie d'y aller. Voilà, il prend conscience d'un certain nombre de choses. Il grandit, il a sa vie à faire et il a moins envie d'y aller. C'est peut-être dommage que tu te coupes un peu de ton père, mais c'est ton choix. D'accord. Donc ça, c'est ce que vit cet enfant-là en ce moment. Et on va réécouter la jeune fille justement sur la régularité des visites et comment elle le vivait. Moi, j'aurais même préféré en rajouter. Ma petite sœur, elle aurait préféré les espacer parce qu'il y a des fois où ça la rendait mal. Mais moi, j'aurais préféré en rajouter.
Donc on voit que le vécu de chacun est différent et voir son parent, ça peut être plus ou moins régulier et c'est selon si on peut s'adapter à ce qu'a besoin l'enfant finalement, c'est l'idéal. Martine ou Evelyne, est-ce que rapidement vous voulez réagir sur l'ensemble de ces témoignages? Moi, je veux réagir par rapport à ce que dit la jeune fille parce que je pense que la jeune fille était dans un milieu plus neutre que sa sœur, qui était pris par un conflit de loyauté vis-à-vis de sa famille, de la famille de la maman, hein, puisqu'elle était chez la grand-mère maternelle. On va peut-être pas aller sur les précisions de la famille, Martine. Voilà, mais simplement de parler du conflit de loyauté. C'est-à-dire que la sœur était prise dans un conflit de loyauté et la jeune fille était dans un espace plus neutre pour avoir les visites. D'accord. Voilà. C'est un des éléments qui met les enfants en difficulté et qui fait que quelquefois c'est très difficile d'aller voir régulièrement leurs parents quand ils sont pris dans un conflit de loyauté, puisque le parent dehors reste la sécurité et qu'aller à l'encontre de son point de vue ou de ce qu'il le souhaite est très difficile à porter pour un enfant. D'accord, donc c'est avec la transition avec le côté du parent dehors. Qu'est-ce qui se passe pour le parent dehors? Avant ça, on va faire on va faire une petite pause musicale, on respire tranquille. Vous êtes bien sur News FM, l'émission part en live. On revient juste après une petite pause. It ain't like you hearing it and it's like moving you. You know, music is, and the music you making is life, and it's like new life. It's important for me to understand the state of mind and the life you live and where you're at right now. Pull up like surprise is the president. Can't you see that I'm in my element? I might just decide to slide on my enemies. I go along on a glide for the hell of it. I bring a different vibe when I'm stepping in. If a nigga ain't right, I'm correcting it. Everybody know for sure I'ma take it there. So cross your T's and dot your I's when you're messaging. I never subscribe to guys on the internet, living for the cloud, telling lies to the press again. But I don't take me for the fool, I ain't never been. Don't bother with lies, I'm wise when I'm checking them. I'm redirecting them back to the sender man. Then you go see reality, go start arresting them. Realize to them no here when I was telling them. But life real, I ain't living like the rest of them. Yes, we are blessed, but it's harder to see sometimes. Trying to find my peace of mind. You said, how could you be so blind, babe? You just follow your dreams, you gotta live your life. I'll give you something to believe in, I'ma be the reason. So please stay, say you won't leave. Real life is for living, but the price you've been given's not cheap. So please stay, we'll share the whole fee, yeah. Real life is for living, you just I wonder which style them guys then go try now. Live on and never hear my story, make you find out. I know say nobody is an island, but if them want fuck you on yash, make you no lie down. And I know you feel deep and realize but the way you done they move, I know they like somebody want to wear the shoe and no size May I be Destiny's Child, a survivor. Real no be China, from your gap in the guy. And nothing I ever said ever been a lie. Anytime you see me look up in the sky, I can see the daylight in the night. When you see a soldier smile, it's a good sign. That's the way it is in the south side. I no go let you slide, no not this time. Right now I'm tryna rap, fuck a good time. Goodbye. Yes, we are blessed, but it's harder to see sometimes. Trying to find my peace of mind. You said, how could you be so blind, babe? You just follow your dreams, you gotta live your life. I'll give you something to believe in, I'ma be the reason. So please stay, say you won't leave. Real life is for living, but the price you've been given's not cheap. So please stay, we'll share the whole fee, yeah. Real life is for living, use this life that you live and be free.
On est de retour dans Parents Live, si vous nous rejoignez sur News FM, l'émission justement en direct du quotidien sur la parentalité. Le thème d'aujourd'hui, le lien enfant-parent à l'épreuve de l'incarcération. Toujours avec nos invités autour de la table, Evelyne et, Martine, qui sont de l'association Répit Isère, Relais Enfants-Parents Isère. Flo. Ouais, on va continuer sur qu'est-ce qui se passe pour le parent qui est dehors, qui reste avec les enfants pendant que l'autre parent est incarcéré. Et on va écouter cette maman qui nous explique pourquoi, finalement, pour elle, ça a été important que son fils puisse voir régulièrement son papa. Ce qui est important, c'est que quoi que puisse commettre le parent, ça reste un parent. Un papa qui était en plus très aimant, très présent avant. Mais du coup, ce qui est important, c'est que ça reste le père, même si l'image est dégradée, ou c'est le papa, et c'est bien de rester en lien. Moi, il se trouve que le papa, donc avant, était un super papa et plein d'amour pour ses enfants. Je pense aussi très important, ça, pour bien grandir, se sentir aimé. Et même si le parent est incarcéré, il ne peut pas prouver cet amour au quotidien, mais au moins de se voir régulièrement, pouvoir se dire qu'on s'aime, quand le papa prend son fils dans les bras, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a aussi tout ce sentiment d'amour qui est là, même s'ils sont pas, peut-être, c'est pas facile de dire, en plus en présence d'une tierce personne, mais voilà, je pense que c'est vraiment tellement important d'avoir de l'amour pour se construire, pour grandir. Le fait de le voir tout au long des années, ça permet aussi d'avoir une image réelle, d'échanger et de voir que tout n'est pas rose. Je vois maintenant, au bout de quelques années d'accompagnement, que les enfants puissent continuer à voir leur père. Je pense que c'est vraiment important pour avoir cette image plus réaliste de ce qu'il est, pas seulement une mauvaise personne. Ça reste un papa. Ça aurait été vraiment difficile, je le dis avec le recul, pour mon fils de ne pas voir son père parce que ce serait resté sur une image d'avant, quelque chose de très flou, pour mieux se construire avec des visites, une relation maintenue. D'accord, donc je pense qu'elle a tout dit, cette maman, sur l'importance de pouvoir se construire malgré la séparation avec un parent réel, avec qui on a des contacts, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, avec qui on peut, j'imagine, des fois aussi s'engueuler. Et il faut se rendre compte que pour les familles qui sont dehors, c'est quand même l'incarcération est forcément un poids. Et c'est une grande déstabilisation pour les personnes qui se retrouvent du jour au lendemain à devoir tout gérer, se retrouver seul à bord. Il y a aussi la honte. C'est Martine qui me disait ça. Finalement, c'est aussi une peine pour les familles. Et elles y perdent une part de leur liberté dans cette situation. On va de nouveau écouter cette maman qui va expliquer comment le fait d'avoir un lien avec les bénévoles du Répit, ça lui a permis aussi de parler de la prison avec des personnes qui connaissent et qui peuvent comprendre ce qu'elle vit et ce que son fils vit. Du coup, on se voit vite fait au retour des parloirs. On a toujours un petit temps de dialogue, savoir si ça s'est bien passé. Puis il y a un dialogue qui se crée, une parole qui est libérée aussi. Et ces échanges permettent de faire le point un petit peu où on en est tous, de permettre à mon fils d'avancer aussi. C'est important, je pense, après aussi pour les échanges qu'elle a avec mon fils en voiture le temps du trajet. D'accord, donc là, dans cette situation, on voit que c'est une maman qui a cheminé, mais qui a fini par accepter l'accompagnement du Répit. C'est pas toujours le cas. Justement, Martine, peut-être que vous allez pouvoir nous répondre. Quelles peuvent être les résistances justement auxquelles vous faites face ? Alors, les résistances peuvent être nombreuses. La première, c'est quelque chose qui a été cultivé dans le champ social et qui reste encore cultivé dans le champ social. Ce n'est pas un lieu pour les enfants, la prison. C'est-à-dire c'est un lieu qui reste traumatisant d'emmener les enfants en prison. Ça reste encore une idée qui est véhiculée par certaines personnes ou certains services sociaux.
encore. L'autre chose, c'est quand même aussi que dans le conflit parental, le parent n'arrive pas à se mettre à la place de l'enfant pour le besoin de l'enfant et sa demande à lui, et donc refuse que l'enfant voie l'autre parent. Parce qu'il ne se met pas à sa place, ou il ne veut pas suivre sa demande, ou il pense que l'enfant peut se débrouiller sans. Et puis, du côté de l'enfant, il y a plusieurs résistances. Il faut vraiment que l'enfant se sente autorisé à aller voir son parent et qu'il soit soutenu pour lui rendre visite par son entourage. Parce que s'il n'est pas soutenu et qu'il sent qu'il va voir son parent en désaccord avec le reste de la famille, c'est très lourd à porter. C'est ce qui me faisait reparler tout à l'heure du conflit de loyauté dans lequel un enfant peut être inscrit. Parce que c'est très difficile, si la famille n'est pas d'accord, qu'il porte ses envies de voir son parent. Et puis, un enfant peut être pris aussi dans son propre conflit interne entre l'envie de voir son parent qu'il a aimé et puis la colère qu'il a contre lui parce qu'il a commis une bêtise et qu'il est séparé de lui et qu'il ne sait pas pour combien de temps. Cela peut durer longtemps, mais c'est quelque chose qui, généralement, passe avec le temps. Ça, c'est souvent au début de l'incarcération et au début de la rupture. D'accord. Il y a aussi peut-être un sujet sur lequel il doit y avoir des difficultés, c'est les difficultés qui sont rencontrées dans le cas des violences conjugales. Quelles difficultés, justement Alors, dans le cadre des violences conjugales et familiales, il y a des difficultés qui sont multiples, puisque le conflit est toujours actif entre généralement les deux parents. Et puis maintenant, avec la nouvelle loi, l'enfant qui a été témoin des faits est considéré comme victime. Donc nous n'accompagnons pas, et souvent les autorisations judiciaires ou pénitentiaires ne sont pas données pour l'accompagnement des enfants victimes. Malgré tout, les enfants ne sont pas dupes de ce qui s'est passé entre leurs parents et quelquefois, malgré tout, désirent aussi voir le parent incarcéré, puisqu'ils portent aussi quelquefois la culpabilité d'avoir témoigné. Et c'est quelque chose qui est lourd pour un enfant à porter, cette culpabilité, puisque quelque part, il peut craindre que les effets de sa parole mettent son parent en incarcération, en difficulté, ou carrément tue le lien avec son parent. Je reprends le mot « tuer », qui est un mot que je mets entre parenthèses, entre guillemets, dixit certains enfants. Donc c'est quelque chose qui rend la donne un peu compliquée et qui demande, en tout cas pour nous aussi, des attentions, puisqu'il ne faut pas que les enfants soient instrumentalisés non plus dans le conflit parental, et qu'il s'agit de travailler. À l'heure actuelle, nous travaillons beaucoup en entretien individuel avec les parents incarcérés sur ces questions-là pour les préparer à renouer un lien, même si ce n'est pas un lien d'accompagnement de parloir, un lien d'écriture, un lien téléphonique. Nous travaillons avec les deux parents pour essayer de favoriser un apaisement de ces liens et une sortie plus tranquille. D'accord. On y reviendra, ça, justement, sur les actions du répit spécifiques de soutien à la parentalité aux détenus. Vous m'aviez dit aussi, il y a certaines associations, notamment de défense du droit des femmes, qui portent le discours qu'un mauvais mari ne peut pas faire un bon père. Oui, c'est quelque chose qui est dit. Nous, en tout cas, dans les situations qu'on voit, c'est que souvent les violences conjugales sont aussi liées à des droits de visite qui ne fonctionnent pas entre les deux parents et que les enfants nous témoignent qu'ils ne sont pas dupes, que leurs parents avaient, je vais reprendre un mot d'enfant, aussi une relation très tordue. Qui se sont sans doute aimés, mais que ça s'est détérioré, que la relation était très tordue, donc que la violence était un peu partout. D'accord, ok. Donc là, maintenant, on va passer du côté du parent incarcéré. Qu'est-ce que ça apporte à un parent de pouvoir voir son enfant pendant sa période d'incarcération, de pouvoir maintenir ce lien et de pouvoir aussi exercer son autorité parentale? Donc c'est Evelyne qui va nous parler de ça. Pourquoi c'est important aussi pour un parent? Pour le papa, en fait, tout commence par une démarche. Quand il veut rencontrer son enfant dans la prison, il faut qu'il fasse une demande, il faut qu'il s'investisse et qu'il s'engage pour voir son enfant. Pour lui, cette démarche, c'est affirmer sa responsabilité, c'est affirmer son autorité parentale vis-à-vis de ses enfants, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est refuser d'abdiquer ses droits et c'est refuser de se laisser disqualifier dans son rôle-là de parent. Ensuite, lorsque les visites sont régulières, pour le parent, celui-là, ça lui permet de faire des projets avec ses enfants, des projets pendant l'incarcération et des projets pour la sortie. Enfin, pendant les temps de visite, les relations affectives,
c'est comme pour tout le monde, la relation affective, c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose qui se vit. C'est du contact, du physique. Alors les enfants, quand ils les voient, ils s'embrassent, ils se prennent dans les bras, ils se chatouillent, ils rient, ils pleurent. Enfin, il y a toutes sortes de choses physiques qui se vivent. Et pour le parent, comme pour l'enfant, c'est du plaisir, de la satisfaction et de la confiance en soi qui va permettre aux parents incarcérés de tenir debout et de l'aider à tenir aussi dans le temps. Et ça l'aidera aussi à construire ses projets pour la réinsertion. Donc, ça présente un intérêt très positif parce que ça apaise aussi les relations avec les enfants, avec la famille, et ça peut préparer la sortie, et ça peut aider à une meilleure réinsertion. D'accord, merci Evelyne. Liliane, vous complétez sur les actions spécifiques du relais enfants-parents dans le soutien à la parentalité? Alors, dans le soutien à la parentalité, par rapport au père, on a souvent des entretiens individuels où on va avec lui parler de sa position de père, où souvent ils vont nous confier leurs difficultés, parfois même leur absence de rôle paternel à l'extérieur. Nous avons eu des papas en grosse difficulté en parloir, qui ne savaient pas jouer avec leur enfant, mais par les entretiens individuels, par justement cette place où ils sont seuls avec l'enfant, il n'y a pas la mère ou il n'y a pas un autre membre de la famille, ça relance ça. La parentalité se travaille comme ça, se travaille pas, elle se travaille par des petits gestes, par des petits mots, par des accompagnements, par des choses qui sont dites par l'enfant, questionnement de l'enfant, par plein de petites choses qui vont arriver comme ça, et chacun il va y trouver une réponse et sa place. C'est aussi un retour à sa place. D'accord. Donc là, avec ces témoignages, on voit bien qu'en prison, même si les parents, de fait, ne sont pas là au quotidien, ils conservent l'autorité parentale. Et ils peuvent faire valoir leurs droits, notamment pour décider ou être informés des décisions qui concernent la scolarité, la santé de leurs enfants. Ce qui arrive, par contre, c'est que pour simplifier ces démarches, souvent, le parent dehors fait une demande d'autorité parentale unique temporaire, le temps de l'incarcération. Et ça a des conséquences, comme le disait Liliane, sur la mobilisation du parent dans la prison et puis aussi au moment de sa sortie. Donc c'est vraiment important de se dire que l'incarcération, mis à part des cas spécifiques avec des décisions du juge, ça n'enlève pas du tout les responsabilités ni les devoirs des parents envers leurs enfants. Et le fait de continuer à se sentir parent, c'est ce que disait Liliane, ça peut être vraiment un levier puissant de mobilisation et d'aide à la réinsertion. Et c'est aussi une façon de préserver, d'apaiser les liens familiaux, parce que souvent c'est tout ce qui reste à la personne quand elle sort de prison. Et ces actions, ça permet de prévenir la désocialisation, la récidive et l'envenimement des relations. Donc on va finir cette partie sur pourquoi maintenir les liens enfants-parents pendant l'incarcération par qu'est-ce qui se passe à la sortie. Parce que paradoxalement, il y a certains parents qui sont moins sûrs de voir leur enfant dehors que lorsqu'ils étaient incarcérés. Parce que l'action du répit, elle ne se poursuit pas si facilement en dehors de la période d'incarcération. Alors que les conflits familiaux, eux, vont être amenés à perdurer. Donc on va entendre de nouveau la jeune fille sur la question de la sortie et comment elle l'a vécue. Moi, ça a été super bizarre. Parce que déjà, quand ils sont en prison, on a le droit à les permissions, où ils ont le droit de sortir 15 jours. Déjà, quand je les voyais, j'avais l'impression que c'était pas réel. Et quand ils sont sortis totalement, j'avais l'impression que c'était pas réel. Moi, ils sont sortis en été. Et pour vous dire que c'était à la rentrée des cours que je me suis enfin rendu compte qu'en fait, j'étais vraiment à l'école à Grenoble. Et voilà, quoi. Donc voilà, l'impression que ce soit pas vraiment réel. L'avant, l'après, comment ça se gère. C'est sûr que c'est des transitions qui sont délicates. On va entendre maintenant la maman, justement par rapport au vécu de la perspective de la sortie du père de son fils. C'est vrai que ça crée parfois chez les enfants du souci, de se dire est-ce qu'il va venir nous demander quoi que ce soit alors que nous on a notre vie à faire. Voilà, on va faire pour lui trouver un logement ou l'héberger chez nous ou quoi que ce soit, quoi. Donc du coup je
pense, un peu d'inquiétude par rapport à cette sortie, même si elle n'est pas envisagée pour le moment, mais n'empêche que ça sera un jour, et de se dire, finalement, lui, il nous a abandonnés, et là, maintenant, il va peut-être nous demander de l'aider, et zut, quoi, on a notre vie à faire, on a autre chose à penser, quoi. Voilà, c'est un peu une crainte, oui. Donc la sortie, on voit là tout de suite qu'elle peut être espérée, mais qu'elle est aussi source d'inquiétude. Il y a un documentaire qui est sorti sur France 3 lundi soir, qui s'appelle Après les murs, et qui est en replay jusqu'au 7 janvier, qui parle justement d'un dispositif bien particulier, qui montre comment on peut éviter les peines carcérales et favoriser la réinsertion. Donc on mettra le lien de ce documentaire dans le descriptif du podcast. On va continuer. Bien sûr, on va continuer avec une autre partie dans cette émission. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez, le lien enfant-parent à l'épreuve de l'incarcération, dans Parents Live, bien sûr. Le rôle des bénévoles lors des temps de trajet et parloir. Alors, je rappelle que nous sommes ici en plateau avec Martine, la présidente du Répit Isère, Evelyne aussi, qui est une bénévole récente, et en visio, Skype à distance, c'est Liliane, qui est bénévole de longue date et qui est aussi vice-présidente de l'association. Alors, une question pour si quelqu'un peut répondre de vous trois. Alors, comment sont recrutés les bénévoles et qui peut s'engager ? Alors, les bénévoles sont recrutés, on met des annonces, on essaye d'avoir... on est bien content quand des bénévoles se présentent. Nous sommes un petit groupe, en fait. Nous sommes une douzaine à faire des accompagnements et on vient de milieux très divers. On est, pour la plupart, on n'a pas travaillé dans le monde de l'enfance. On a décidé de s'engager. Ça semble très technique, mais pas du tout. C'est surtout humain et du bon sens. Et lorsqu'on rentre dans l'association, on est accompagné par les autres. On est formé par les autres, on fait des accompagnements à deux, on a des réunions d'équipe, on a une supervision avec une psychologue avec qui on va peut-être parler de nos soucis d'accompagnement. Je veux dire, c'est pas si technique que ça. On n'a pas travaillé dans le milieu des enfants au départ, on n'est pas formé à l'aide sociale, mais on y trouve tous notre place, je pense, en tant que bénévole. Donc il faudrait, évidemment, comme toute association, on a besoin de bénévoles, que ce soit pour les accompagnements, pour d'autres coups de pouce, mais franchement, c'est ouvert à l'humanité et à tous. Eh bien, merci Liliane. Quel est le rôle des bénévoles, peut-être, en fait ? Ouais, on va de nouveau entendre cette maman qui va nous dire comment elle a vécu cet accompagnement des bénévoles du Répit. Pour mon fils, c'est pareil. Dire j'en parle parfois à mes copains, j'en parle beaucoup avec ma mère, mais là c'est quelqu'un non seulement neutre, mais qui connaît bien l'environnement et puis qui discute aussi beaucoup avec les détenus, donc il discute aussi beaucoup avec le papa pour savoir un peu où il en est, tout ça, ce qui fait qu'il y a une connaissance de la part de l'accompagnante et du milieu et des personnes, du coup, de l'incarcéré, de la maman, des enfants, qui fait que, du coup, ça crée un climat et de confiance et de sécurité et de dialogue. Et ça, c'est vraiment chouette. Au départ, moi, je pensais, ça allait être un accompagnement, il va voir son père et voilà. Mais il y a beaucoup plus que ça. Et c'est ce qui est vraiment chouette avec ces personnes, ces échanges avec ces personnes qui donnent vraiment de leur temps et qui s'investissent pas juste dans le trajet, mais vraiment dans l'accompagnement au sens large de l'enfant. Donc Liliane, elle disait qu'il n'y avait pas forcément besoin d'être travailleur social ou de l'enfance pour intervenir en tant que bénévole. Par contre, il y a forcément une posture à adopter, et notamment en parloir quand on est en présence des enfants et des parents. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, quand on accompagne un enfant, c'est peut-être pas très technique, mais on a quand même un ou deux grands principes qui sont que d'abord, on accompagne un enfant voir son parent et on n'accompagne pas un enfant voir un délinquant. Il s'agit bien de l'accompagner voir son parent. Et pour cela, ça suppose le respect des personnes,
le parent et l'enfant. Donc on a quand même une posture, on peut dire, de neutralité. On ne juge pas, on ne se mêle pas de ce qui se discute pendant le temps du parloir, et on respecte les places de chacun, la place du parent, la place de l'enfant. Et souvent, pendant ce temps de parloir, on essaie de se faire oublier. Parfois, on peut être sollicité, on répond évidemment. Parfois, on peut prendre une initiative si on sent qu'il y a un peu du flottement dans la relation. On peut proposer un jeu, enfin voilà. Mais en aucun cas, on est des substituts parentaux. On laisse le parent gérer le comportement de ses enfants et répondre aux questions. On sait quelle est l'importance de la parole. Cependant, parfois, l'enfant a un peu du mal à poser la question. Alors, on peut l'aider en lui disant « Tu as le droit de demander à ton papa telle ou telle chose ». On essaye d'éviter les non-dits, mais bon, il peut y en avoir quand même, c'est comme ça. Moi, je sais qu'une fois, j'ai vécu une question posée par un enfant. Le père n'a pas pu répondre. Il a été complètement submergé par l'émotion. Il avait les larmes aux yeux, il ne répondait pas. C'était très difficile à vivre pour l'enfant, même pour moi. Mais la fois d'après, le petit, il est revenu avec sa question. Et le père, entre-temps, il avait, je pense, réfléchi et il lui a donné la réponse. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Le temps se charge de faire aussi son œuvre. Il faut dire aussi qu'on ne fait pas de médiation et on ne travaille pas la parentalité dans un parloir. On peut la travailler ailleurs, mais jamais dans le temps de parloir. C'est un temps qui appartient aux parents et à ses enfants. La deuxième règle un peu qu'on se donne, c'est qu'on respecte le secret. On ne fait pas parler les enfants, on n'utilise pas leurs propos et on ne fait pas de rapport ni à l'institution, ni à l'institution pénitentiaire, ni au juge, ni à personne. Tout ce qui est échangé dans le parloir reste dans les parloirs. Et on n'est pas obligé non plus de lire les quelques informations qu'on peut avoir au répit sur le parent incarcéré. Grâce à cela, on peut dire qu'il va s'installer une relation de confiance petit à petit. Et du coup, le parloir devient un lieu un peu hors réalité. On n'a plus l'impression d'être dans un centre pénitentiaire. On peut s'y sentir bien. Les enfants jouent, rient, retrouvent les habitudes qu'ils avaient avec leurs parents. C'est un peu comme à la maison, mais c'est pas à la maison. C'est un lieu et un temps qui est un peu suspendu, hors du temps et qui n'appartient qu'à eux et qui, en plus du plaisir, peut leur apporter beaucoup de réassurance à chacun, aux enfants comme aux parents. C'est ce qu'une de mes collègues appelait le cocon apaisé. Enfin, on a un dernier principe, c'est qu'on respecte l'enfant et on essaie de s'attacher à respecter chaque enfant et à s'attacher à quel est le besoin de cet enfant. D'où une organisation des visites qui ne se font pas qui se fait en fonction de chaque enfant. On tient compte évidemment du lieu d'incarcération, des conditions de l'institution pénitentiaire, des contraintes de la vie familiale, scolaire, des frères et sœurs, etc. Et à chaque fois, on organise des visites avec des rythmes et des fréquences, des nombres d'accompagnements qui sont donnés pour un enfant donné. Ça peut évidemment évoluer dans le temps. D'accord, donc on voit là que c'est très personnalisé. Oui. C'est vraiment en fonction d'une situation, d'une famille, d'un enfant. On va écouter la jeune fille justement sur son vécu des parloirs. Moi, j'aimais bien aller à mes parloirs parce que je voyais mes parents. Donc, ça me rendait pas forcément mal après ou ça me rendait plutôt joyeuse après. Ça m'a jamais rendu forcément mal. Tu leur parlais de quoi, tes parents, par exemple? Moi, je leur parlais pas de mes problèmes parce que j'estimais que ils étaient déjà mal en prison, ils avaient déjà assez de problèmes. Donc, je leur racontais pas mes problèmes, mais je leur racontais ce que j'avais fait ou enfin comme quand on s'appelle au téléphone, on dit ça va, tu fais quoi Et c'était comment de partager le temps avec ta sœur? En fait, ça dépendait des jours parce qu'il y avait des jours où, par exemple, ma mère était plus proche de ma sœur ou ma mère était plus proche de moi ou mon père était plus proche de moi ou de ma sœur. Enfin, ça dépendait. Mais ça a plus souvent été qu'on soit proches tous les trois. D'accord, donc ça c'est sur les temps de parloir. L'autre moment important dans les accompagnements en répit, c'est les trajets. Et on va aussi entendre cette jeune fille sur la question des trajets. Sachant qu'à l'aller, j'étais avec ma sœur et ma sœur que je la voyais pas beaucoup. Je parlais beaucoup, moi, avec ma sœur. Après, je sais que c'est pas beaucoup le cas pour beaucoup de gens. Mais en tout cas, moi, oui, je parlais. Et sur le retour, j'étais encore plus contente parce que j'avais vu mes parents. D'accord. Et donc, sur la question des trajets, qu'est-ce que vous avez à en dire, Evelyne ? Pour nous, les trajets font partie intégrante de l'accompagnement.
Il faut savoir que c'est parfois long parce qu'il y a des lieux d'incarcération qui sont loin et on a parfois des enfants qui sont petits et 1 heure et demie de trajet ou plus, parce qu'il peut y avoir plusieurs heures, c'est parfois long pour les enfants et ce n'est pas toujours agréable. Ça commence souvent par une fête parce que quand on prend les enfants chez eux dans leur famille, ils sont tout contents à l'idée d'aller voir leurs parents, ils se sont fait beaux, ils ont des petits cadeaux dans leurs mains, ils sont tout excités à l'idée d'aller rendre visite à leurs parents. Mais entre-temps, il va y avoir 1 heure et demie, voire plus de trajet. Et c'est pour eux parfois difficile. Alors, revient souvent la question quand est-ce qu'on arrive. Et parfois, il y a aussi des petits malaises, mal au ventre, ils ont faim, ils ont soif. Il peut y avoir de l'agitation, ils se disputent entre eux, ils se prennent leurs cadeaux. Enfin voilà, il y a toute une gestion à avoir et il faut soutenir un petit peu ça parce que les enfants sont pas très bien dans ce moment-là d'aller vers la visite. Alors, petit à petit, avec le temps, moi, j'aime bien trouver des repères sur le long du chemin, parce que comme ça, ils voient qu'on avance et qu'on est bientôt arrivé, parce que c'est leur principale question. Et puis après, il y a le retour. Le retour, il est beaucoup plus apaisé. Souvent, il se passe mieux. Même si le parloir, il y a pu avoir des petits soucis, on peut reparler de ce qui s'est passé et on peut réguler les émotions. Ou pas. Parfois, les enfants tournent très vite la page et ils passent à autre chose. Et ils parlent de leur vie d'enfant. Alors, on refait des jeux dans la voiture, des petits jeux en parlant, etc. Il peut y avoir aussi des petits conflits entre frères et sœurs, donc on est amené à gérer tout ça. Dans tous les cas, on soutient ce que l'enfant a eu à vivre avant, pendant et après le parloir. Très bien. Et ben, je pense qu'on a fait le tour sur ce qui peut se passer pour l'enfant, pour le parent dehors. Moi, je trouvais ça intéressant pour conclure cette émission de faire un petit point sur le confinement, parce que nous, on l'a vécu comme un enfermement en tant que personne non incarcérée. Mais pour les personnes qui étaient en prison, il s'est quand même passé des choses... Oui, il a dû y avoir peut-être des petites différences, forcément, j'imagine. Et puis, ce que vous appelez, Martine, des sorties sèches, quelles conséquences? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut rappeler sortie sèche, le terme? Alors, sur le premier confinement, il y a eu beaucoup de sorties sèches, c'est-à-dire des sorties non préparées, c'est-à-dire décidées rapidement, avec justement une non-préparation de comment allait se poursuivre le lien aux enfants. Et à ce titre-là, on a eu des contacts au niveau du relais dans la partie accompagnement de sortants de prison, qui est quand même une action qu'on a mis en place en fonction des difficultés de la sortie et de la fragilité des sortants de prison. Pour trouver des solutions et notamment médiatiser l'attente, trouver des solutions de bon sens aussi avec les deux parents pour médiatiser l'attente de décisions judiciaires, par exemple, qui mettent énormément de temps pour être traitées. Ça, c'est la première chose. Sur le deuxième confinement, on avait eu un arrêt complet de parloir et d'accompagnement sur le premier confinement en plus. Sur le deuxième, nous n'avons pas eu un arrêt complet d'accompagnement, puisque certains établissements se sont mobilisés pour qu'on puisse continuer à accompagner, au même titre que les familles, un enfant et avec un accompagnant dans un parloir hygiaphone. Le parloir hygiaphone est une séparation avec un plexiglas. Ceci, on l'a mis en place pour certains enfants dans certains centres pénitentiaires. Dans d'autres centres pénitentiaires, on a laissé la possibilité au papa de faire un parloir relais, mais avec à la suite une 14aine de confinement pour lui. Ce qui a été très dur pour les papas à accepter, vous le comprenez, parce que c'est encore une double peine à l'intérieur de la prison. On les change de cellules, ils n'ont pas leurs affaires, etc. Ils arrêtent le travail pour ceux qui sont travailleurs. Et là, nous avons mis en place des accompagnements avec hygiaphone, particulièrement pour les plus grands, parce qu'on trouve que c'est très difficile pour les tout petits. On est obligé de séparer les fratries, donc de multiplier les déplacements quand il y a une fratrie dans certains établissements. Et encore pour les tout petits, ça reste un exercice compliqué où on essaye de diminuer le temps, parce qu'1 heure, c'est trop lourd et trop long pour les tout petits. On essaye de trouver des solutions d'une demi-heure, mais avec des organisations qui sont quand même très difficiles. Et des papas refusent, avec les tout petits, de les voir derrière un plexiglas. Je pense qu'il y a une douleur qui renvoie encore quelque chose de l'incarcération de plus violent à ces papas. Et que pour les enfants... Voilà, pour l'instant, on n'a pas accompagné d'enfants plus petits. Là, je vais faire le premier accompagnement pour une enfant de 3 ans la semaine prochaine. Il faut vraiment qu'on adapte, qu'on trouve des jeux. On a changé toute notre façon de faire pour jouer à travers un plexiglas. C'est-à-dire, on doit être inventif et créatif. Ah bien, merci. D'accord, donc on voit que le confinement, c'est là quand j'entends voir son enfant derrière un plexiglas, ça me... Bon, bref. Ouais.
C'est comme ça. Et ben on va s'arrêter là. Et voilà, ça va être la fin de notre émission. C'est vrai, Flo, c'est vrai. Un moment, faut finir, c'est Il y a normal. un moment, il faut finir. On a un petit message de positive attitude quand même de la jeune fille, juste pour se quitter sur un petit flash de bonnes vibes. Je sais que c'est compliqué, je l'ai vécu pendant plus d'1 an et demi. Donc moi, tout ce que je leur souhaite, c'est que du courage et tout ce qui peuvent arriver de bien dans leur vie. Ok. Nickel, voilà, ça fait du bien de finir là-dessus. C'est très, très cool. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Merci Martine, merci Evelyne et merci Liliane en visio. Merci Benj à la technique qui nous a assuré tout ça comme un grand, bien sûr, Flo. Merci aux enfants et aux parents. Ouais, merci pour les témoignages, les personnes qui peut-être nous écoutent et qui ont témoigné. Donc merci à elles de s'être engagées quand même sur un sujet qui peut être encore douloureux et délicat, mais qui, à mon sens, a vraiment toute sa place dans le débat et dans la société actuelle. Vous retrouvez les informations sur l'association Relais Enfants Parents Isère sur le site rep-isère.org et la page Facebook. Le lien sera également en ligne sur le descriptif du podcast. Donc avec cette émission, moi, j'ai vraiment découvert que le soutien à la parentalité en prison et l'accompagnement social des enfants dont les parents sont incarcérés, c'est un enjeu de santé publique et de paix sociale. C'est vraiment important de se poser ces questions-là et de faire en sorte que le lien soit maintenu. Carrément, ouais. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver aussi les sujets de la saison 2 par mail, parentslive.fr@gmail.com et retrouver notre actualité en vous abonnant à la page Facebook Parents Live. Ouais, les sujets de la saison 2 ne sont pas encore tous calés, donc n'hésitez pas à nous écrire par mail pour faire vos propositions. Et puis cette saison, on vous invite à réécouter l'émission Survivre aux fêtes de fin d'année qu'on a enregistrée l'année dernière en décembre 2019. Vous aurez de quoi faire le plein d'idées pour un Noël qui vous ressemble, loin des injonctions. Oui, je me souviens de cette émission. Très bien. On vous retrouve le 13 janvier pour l'émission 1 + 1 = 4, en famille avec des jumeaux ou plus. Voilà, galère, bons plans, trucs et astuces. Ça sera le départ d'une nouvelle année, on l'espère bien plus chaleureuse, 2021, Flo. Ouais, ça part en live en 2021. Yes. Merci à tous et à bientôt. Au retour l'année prochaine, le 13 janvier. Ciao, ciao. Écoute ce titre. Une nouveauté. C'est une nouveauté News FM. Écoute News FM. News FM. Sur le 101.2. I had to pay my dues. I've hit all my rock bottoms. Liliane, tu as tout suivi? Oui, j'ai tout entendu. Donc tu as entendu au début comme si tu écoutais la radio, alors je suppose. Non, dans le studio. C'était un peu haché visuellement, mais sinon, ça allait. J'étais un peu surprise à un moment donné à ma première intervention. Je savais pas que je devais dire quelque chose, je me rappelle plus. Donc je sais pas si j'étais bonne ou mauvaise. Vous avez été super, il n'y a aucun problème. On est sur J'ai trouvé que c'était intéressant.